Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, Sapiens nu, le premier âge du rêve, avec Ludovic Slimak. Il y a 70 millénaires, l'histoire prend subitement son envol. Les technologies, les arts, les constructions sociales connaissent une accélération inattendue et vertigineuse, comme si tout ce qui définit Sapiens sommeillait en nous depuis 250 000 ans, en attente d'une étincelle. Quel est ce déclic prodigieux qui a bouleversé à jamais le cours de l'humanité? Et avons-nous véritablement saisi l'essence même de Sapiens? Bonjour Ludovic Slimak. Bonjour et merci de votre introduction. Ludovic, alors c'est votre introduction puisqu'elle figure en incipit dans votre livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, donc Sapiens nu, le premier âge du rêve. C'est donc de Sapiens et aussi un petit peu de Néandertal, donc disons de la préhistoire que nous allons parler avec vous, Ludovic Slimak, aujourd'hui. Vous êtes, je crois, un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertalienne, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez dirigé depuis plus de 30 ans des missions archéologiques dans le monde entier, depuis l'Équateur jusqu'au cercle polaire sur les traces de Néandertal, de son extinction, de l'avènement de Sapiens, son successeur, si on peut dire. Et vous êtes venu il y a un an au micro de Pile Poule pour parler de votre livre très passionnant et très émouvant, Les derniers Néandertaliens. Et aujourd'hui, donc, c'est de Sapiens que nous allons parler. Voilà, ce Sapiens que vous comparez souvent aux Néandertaliens dont vous êtes un des spécialistes. Mais alors ce Sapiens, dans ce livre, qui est absolument remarquable, qui est foisonnant sur l'histoire de Sapiens, mais aussi sur notre temps et sur tout ce que nous pouvons vivre. Dans votre livre, j'ai eu une impression c'est que Sapiens est difficile, voire impossible à caractériser. Qu'est-ce que c'est véritablement Homo sapiens? On a l'impression que dès qu'on essaye de l'attraper par un bout, il s'échappe par un autre. C'est très Oui, particulier. c'est vraiment une matière fluide et qui s'éloigne et qui s'échappe de nous. Et, et c'est vrai on ne peut le regarder, c'est comme ça, on ne peut le regarder que de l'intérieur. Et comme on est de l'intérieur et que la matière est quand même dense, la possibilité de mettre des mots sur ce que nous sommes est quasi impossible. Et c'est vrai que euh, on a disséqué, on a fait une dissection de Sapiens parce que cette matière est trop dense, parce que c'est beaucoup de choses. Alors on a fait de l'anthropologie physique, de l'ethnologie, de la sociologie, de la psychologie, de la psychiatrie, et tout ça c'est Sapiens, et en même temps Sapiens n'est pas le cumul de tous ces petits bouts, et il n'est pas plus sa chair ou ses os. C'était vraiment l'approche du 19e et jusqu'au un 20e siècle avancé où on a essayé de comprendre Sapiens en mesurant son crâne. Alors on regardait la capacité de ce que pouvait contenir un crâne. Alors à l'époque, on prenait du riz, on remplissait les crânes de riz, on tassait, puis après on voyait combien il y a de riz qui sortait. Et aujourd'hui, on fait plus ça, mais
on fait des mesures de très haute résolution et on fait des statistiques de l'endocrâne et pour essayer de comprendre cette matière. Et j'allais dire que tous les outils qu'on a pu utiliser nous rappellent finalement que Néandertal, comme Sapiens, ne sont ni leur peau ni leurs os. Et comme on n'est pas ni notre peau, ni nos os, ni le cumul de toutes les petites dissections de tous ces petits bouts, on se trouve avec une matière immense et qu'on ne sait pas verbaliser. Et en soi, c'est vrai que il en ressort que Sapiens n'est pas une matière scientifique. C'est-à-dire que il n'y a pas une science, il faudrait inventer non pas les sciences de l'homme, mais une science de l'homme qui étudie l'homme en tant que matière. Mais on n'a pas ça, on a plein de petits bouts. Il y en a qui étudient les sociétés, la manière de penser, l'éthologie, les comportements, la biologie. Mais Sapiens, c'est quoi dans tout ça? Et Et ça, c'est c'est la question. Justement, Ludovic Slimak, c'est la question à laquelle vous essayez de répondre dans ce livre Sapiens nu. Et j'ai l'impression quand même que vous essayez de le comprendre de l'intérieur. Et que vous essayez de nouvelles voies internes par l'espace, par le temps, par l'environnement, par l'histoire, par la langue, et une façon de vous rapprocher de Sapiens de l'intérieur, en de fait, Sapiens à Saint-Pierre d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe? oui, oui, et alors, face à l'impossibilité de verbaliser ce que nous sommes, parce qu'en réalité, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Donc, on va essayer de s'approcher à tâtons, en fait, à pas de loup, de s'approcher de cette créature-là. Et alors, dans ce livre, d'abord, le livre, quand même, clôture une trilogie. Et donc, c'était Néandertal nu, le dernier néandertalien, comme vous l'avez dit, et Sapiens nu. Et donc, il y a 900 pages de pensée. Et je crois que ce qui était dans ce jeu-là, justement, j'ai essayé de basculer, j'allais dire quelque part, comme l'homme était quelque chose de trop compliqué, l'homme a été abandonné à la philosophie, et comme aujourd'hui les philosophes ne sont plus les scientifiques, et face à cette complexité, la philosophie, elle, a inventé un homme imaginaire. Et cet homme imaginaire est déconnecté de toutes ces données que nous donne la science et qui sont presque inverbalisables. Alors moi, face à ça, et moi avec mon regard, c'est le regard de celui qui a travaillé pendant 30 ans en grotte, et sur Néandertal et sur Sapiens. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où je fouillais en grotte dans des niveaux pour 50 000 ans, ou ailleurs en Afrique, des choses qui étaient beaucoup plus anciennes. Mais quand j'étais en Europe, par exemple, ou sur le cercle polaire en Russie, il y avait des moments où on ne peut pas savoir si les indices qui ont été abandonnés autour de ces mammouths ou dans ces grottes, si ça a été abandonné par Néandertal et Sapiens. Et donc, il y a un poids du doute qui est terrible. En tout cas, je suis parti et de ces doutes et de cette matière ancienne. C'est-à-dire, et dans le livre, je découpe Sapiens en quatre grands chapitres. Donc, sa conscience, sa matière, son espace et son temps. Et sur ces bases-là, j'essaie d'explorer exactement comme quand j'explore, comme quand je fais des fouilles en grotte et où j'essaie d'avancer pas à pas et de comprendre ce à quoi je suis confronté. Et là, c'est vrai que cette, euh, cette matière avait vraiment tendance à s'enfuir. Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce miroir constant qui m'était possible de regarder Sapiens à travers le miroir de Néandertal. Et donc, à chaque fois que j'avais, par exemple, j'interrogeais la conscience ou l'intelligence, j'essayais de trouver, il y avait des pistes qui émergent quand on regarde un petit peu, et j'essaie de trouver l'origine de ça en le mettant en miroir, en mettant ces deux humanités, Néandertal et Sapiens, en miroir. Et c'est vrai que euh, le jeu devient intéressant quand d'un coup on arrive à verbaliser. J'ai pu verbaliser un certain nombre de manières d'être au monde qui sont les manières néandertaliennes. Et comme elles ont été verbalisées, ça nous offre cette possibilité de nous regarder dedans et de dire, tiens, est-ce que là, on a une résonance ou pas dans ce que nous, on est? Et avec cette grande interrogation, ce sur quoi
je ne sais pas si le livre part là-dessus, mais il garde tout le temps ça en tête, c'est-à-dire qu'effectivement, autant on a dit Sapiens n'est ni sa peau ni ses os, ça Oui, alors, aujourd'hui c'est une évidence, mais la question c'est qu'on voit qu'à un moment donné dans notre histoire, il y a tout qui bascule et que ce moment de la bascule, le moment où on se dit tiens Sapiens c'est enfin Sapiens, ça n'arrive que vers 50-70 000 alors que Sapiens a 300 000 ans. Donc il y a voilà. quelque chose Donc, qui ne comprend si on pas. veut donner des repères, que vous nous redonniez quelques repères, à quel moment est-ce que effectivement il y a on peut commencer à parler de Sapiens, de sa civilisation, de son empreinte sur le monde? En fait, si on en parle en tant que réalité biologique, c'est une créature qui a 300 000 ans. Mais si on essaie de se dire, Sapiens, c'est la créature qui pense le monde comme moi je le pense, qui s'y inscrit comme je m'y inscris, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et qu'on voit émerger seulement il y a 50 à 70 000 ans. Et, Voilà. et, et ce moment de bascule est si important que beaucoup de chercheurs ont essayé de chercher, de trouver cette clé dans une mutation biologique soudaine qui aurait eu lieu vers cette période entre 50 et 70 000. Et c'était la thèse, par exemple, soutenue par Harari dans son bouquin Sapiens, et où il dit, ben, on a une mutation, c'est une mutation génétique, et on voit émerger le gène FOXP2, FOXP2, qui est un gène lié à la sociabilité, au langage. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était inventé par Harari, c'est quelque chose qu'Harari a trouvé dans la littérature. Et il y a une dizaine d'années, et encore il y a peu, une grande partie de la communauté scientifique internationale s'est dit oui, oui, c'est sûr, c'est une mutation génétique subite. On a un saut, ce qui fait que biologiquement, dans sa chair et dans ses os, les sapiens d'il y a 50 à 70 000 ans n'étaient plus les mêmes que les vieux sapiens. Et aujourd'hui, en fait, la génétique a évolué, on a beaucoup plus de données et on sait que c'est pas ça. On sait que ce fameux gène qu'on pensait apparaître subitement est lié au développement de la sociabilité du langage est quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui est partagé avec d'autres humanités comme Néandertal. Et donc ce moment de bascule, autant on est d'accord pour dire, on peut dire que c'est plus ou moins progressif ou plus ou moins abrupt, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un moment de bascule. Et ce moment de bascule, alors s'il n'est pas génétique, s'il n'est pas une transformation dans les corps, il va falloir trouver des mots et comprendre ce que c'est. Et Voilà. comprendre ce que c'est, pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre la nature humaine. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que évidemment ce sera rassurant pour les scientifiques et tout le monde de dire ah là on peut identifier un moment où biologiquement ça change et donc on voit que ça change. Et en fait dans votre livre on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça et que effectivement il y a beaucoup de données qui viennent percuter un petit peu ce que l'on pense. On est dans un monde comme je disais, qui fuit en permanence et qui se dérobe. Par exemple, on ne peut pas expliquer l'immigration de Sapiens par par la simple recherche de ressources. Par exemple, on dit, ah, il a émigré parce que le gibier migrait, donc il a suivi Ça, c'est tranquille, on a une explication, etc. Et vous, vous dites, mais pas du tout, pas du tout. On ne peut pas expliquer vous ne donnez pas d'explication définitive, mais vous dites on ne peut pas expliquer ça simplement par des mécanismes biologiques ou éthologiques ou écologiques, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire que Sapiens projette sa propre vision du monde dès le départ. Et dès le départ, cette vision du monde est déroutante. Oui, et là, c'est très intéressant parce que là, quand vous abordez, par exemple, ces questions d'immigration, on est vraiment au cœur des sujets et au cœur de la manière dont on a pu le verbaliser et le considérer. On a dit effectivement les sorties d'Afrique, les grandes migrations, les colonisations, on est face à des influx climatiques, des changements climatiques, des possibilités, les moments où on a la possibilité de sortir par rapport au climat, etc., de sortir d'Afrique et puis de coloniser le monde. Et en fait, Sapiens, quand on regarde de près, il fonctionne pas comme ça. En fait, j'allais dire que quelque part, Sapiens devient Sapiens quand la réalité du monde n'a plus aucune importance. C'est-à-dire que ces sociétés humaines, nos sociétés et celles de nos ancêtres, il y a un moment donné où l'imaginaire fait une sorte de coup d'État sur la réalité du monde et où ce qui va compter,
c'est ce qu'on va se raconter, c'est ce qu'on va se raconter dans nos sociétés, dans nos têtes, et on va dire, tiens, au départ était telle divinité ou telle colline ou telle force stellaire, et ça induit que on va devoir aller voir derrière cette colline, on va devoir aller coloniser, on va devoir partir, bien plus que de savoir si, tiens, on n'a plus rien à manger, il faut aller sur d'autres territoires. En fait, ce désir d'exploration, euh, je pense, pour Sapiens, c'est ça très anciennement, n'est pas du tout soutenu par des nécessités de manger ou de sustenter un groupe humain, etc., mais par des formes de curiosité et des formes de curiosité qui sont soutenues par les histoires que se racontent les hommes. Et donc, j'allais dire, Sapiens, quelque part, c'est l'émergence du racontard, quoi. C'est à partir du moment où on se raconte des histoires et où l'histoire qu'on se raconte est plus importante que le climat ou que ce qu'on va pouvoir manger, parce que finalement, ce cher sapiens, il va aller sous toutes les latitudes, il va aller vivre au-delà du cercle polaire, il va vivre dans tous les grands déserts. Et le fait que des populations vivent au Sahara ou vivent au Groenland ne s'explique pas sur des questions de ressources. Elle s'explique sur des conceptions du monde, sur des manières d'être et sur des désirs. Et c'est sûr qu'à Oui, partir parce du que moment. l'explication traditionnelle des ethnologues ou des anthropologues, c'est de dire s'ils vivent dans des coins tellement inhospitaliers, les déserts, l'Arctique, le Groenland, c'est des populations qui ont été poussées, ils ont été obligés, donc ils ont bien été forcés de s'adapter. Mais pas du tout. Lorsqu'on vous lit, et c'est ça qui est complètement passionnant et fascinant, on a l'impression que non, ce que poursuit Sapiens, c'est dans sa tête, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous parlez du premier âge du rêve, puisque la notion de rêve traverse complètement votre livre du début à la fin. C'est-à-dire que Sapiens, c'est un rêve en fait. C'est un rêve et ça n'est que ça. C'est-à-dire que le moment où Sapiens est Sapiens et où on va reconnaître nos manières d'être au monde, c'est le moment où les sociétés n'obéissent qu'à leurs rêves, qu'à leurs imaginaires. Et je pense en ethnographie ou en sociologie, les visions qui reliaient très directement les hommes à leurs environnements, à leur climat ou à ce qu'ils pouvaient, à leurs ressources qui pouvaient se nourrir, on fait long feu. Et aujourd'hui, je pense que en ethnologie, en ethnographie, il y a la compréhension que ces sociétés-là, que les sociétés humaines, les sociétés sapiens sont totalement affranchies. Et c'est cet affranchissement, il n'est pas simplement, comment dire, on ne peut pas le résumer à des capacités techniques. C'est pas parce que les sapiens avaient la capacité d'aller dans le désert qu'ils y sont allés. C'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils avaient le désir d'aller dans le désert qu'ils ont adapté leur technologie et leur savoir-faire et leur tradition pour pouvoir faire en sorte d'y vivre, pour pouvoir faire en sorte d'y trouver leurs ressources et de pouvoir manger ce qui était disponible sur place. Et ça, globalement, euh, si on retourne le concept et on dit c'est pas des populations rejetées dans des environnements, mais c'est des populations qui ont désiré s'installer dans ces environnements-là parce que dans leur vision du monde, c'est dans leur mythologie et dans leurs imaginaires, il y avait cette nécessité. Et c'est une Sapiens, la révolution finalement, tout ce qu'essaie d'exprimer ce livre, c'est que cette révolution de Sapiens, elle n'est pas biologique, c'est une révolution des imaginaires. Et ce moment-là, cette fameuse émergence du racontard, c'est quelque chose de fondamental, mais j'allais dire c'est quelque chose dans lequel effectivement, pour nous en tant que chercheurs, c'est difficile. C'est-à-dire, si on dit, bah, attention, c'est pas les climats, c'est pas l'environnement, c'est pas la génétique, c'est pas la biologie, mais c'est quelque chose d'infiniment plus subtil et qui relève de l'imaginaire et qui est la matière humaine, d'un coup, on se trouve face à quelque chose, et on aimerait bien pouvoir prendre Oui, des oui, gènes, c'est sûr voilà, que c'est pas prendre des très. gènes, faire des statistiques, faire de la quantification, et tout serait simple. Mais la matière humaine, c'est pas ça. La matière humaine, c'est un truc qu'on peut pas saisir comme ça. Oui, mais Ludovic Slimak, par ça, par cette vision, vous expliquez beaucoup de choses qui seraient inexplicables sinon dans l'histoire de Sapiens. Par exemple, euh, par exemple, les pyramides, par exemple, les cathédrales, vous en parlez, jusqu'à
aux grands travaux de notre époque, comme le barrage des Trois Gorges en Chine, qui sont des travaux pharaoniques. Et c'est pas uniquement la nécessité, parce que s'il y avait eu purement la nécessité et la capacité technique, pourquoi construire des pyramides? Pourquoi construire des cathédrales? On a l'impression que Sapiens cherche à imposer en permanence son rêve à la matière. Il essaie d'imposer son rêve à la matière. Les pyramides, voilà, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. On voit l'effort titanesque de toute une société pour finalement cristalliser leurs imaginaires dans la réalité matérielle. Et globalement, j'allais dire que ça exprime deux choses, les pyramides ou les cathédrales ou le barrage des Trois Gorges. Je prends le barrage des Trois Gorges pour équilibrer en disant, parce qu'on pourrait dire oui, mais Oui, c'est un barrage donc en Chine, pharaonique et extraordinaire, qui a été construit dans les années 60, c'est ça? qui s'est fini, enfin, ça a duré longtemps, mais il s'est fini assez récemment, dans les années 2000. Et en fait, ils ont levé des millions de tonnes de béton, vidé des vallées avec des millions de personnes qui ont été déportées. Euh, alors, bien sûr, là, on pourrait se dire, ben là, vous voyez, c'est pas un imaginaire. Là, il y a une rationalité. On comprend pourquoi on va lever des millions de tonnes de matière. Et en fait, quand on analyse la question, quand on regarde l'effort qui a été mis en place par rapport à ce qui en était attendu, même dès le départ, d'un point de vue objectif, c'est-à-dire de production d'électricité, il y a un décalage immense. Et ce décalage immense est dans le discours. Là, il y a eu des travaux de sociologues, d'ethnologues, et qui montrent qu'en fait, le discours qu'elle avait était aussi un discours qui était rempli de toute une mythologie sur des grands héros, créateurs, etc., etc. Et finalement, la nécessité du barrage des Trois Gorges, c'était la nécessité d'exprimer que la Chine était entrée dans la pleine modernité et pouvait concurrencer toutes les grandes puissances mondiales. Et donc, on était encore à nouveau dans une construction mythologique et c'est par une volonté, un affichage, un mythe qu'on allait déplacer des montagnes. Et finalement, ce qui paraissait, là, on se dit, tiens, ben là, non, c'est rationnel. Non, c'était pas du tout rationnel. Et ce sont tous ces influx irrationnels qui, qui pousse l'histoire humaine, qui pousse les sociétés à faire un certain nombre de choses qui leur semblent rationnelles et qui finalement le sont très rarement. Elles ne le sont évidemment pas. Dans... Et elles sont souvent très irrationnelles, parce que ce qui est effrayant, c'est que l'homme peut se perdre par ses constructions mythologiques en s'achardant à essayer de construire des choses qui sont complètement, euh, totalement à côté de la réalité, qui sont susceptibles de la détruire ou de détruire l'espèce humaine. Et j'allais dire que quelque part, dans ces visions-là, c'est quelque chose qui est intégré, presque quelque chose qui n'est pas grave. Ce qui va être important, c'est que la réalité du monde se plie à l'imaginaire. Ce qui est important quand on fait des pyramides, c'est pas grave si toute la puissance économique, toute l'énergie d'une société pendant des décennies ou peut-être beaucoup plus, parce qu'en fait, on ne sait pas le temps qu'il a fallu pour construire les pyramides. On a des textes d'Hérodote qui viennent 2000 ans plus tard. En réalité, on ne sait pas. C'est certainement des chantiers qui ont été beaucoup plus longs que... Il parlait de 20 ans, Hérodote, mais c'est certainement des chantiers qui ont duré beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, on voit cette énergie, on voit ce désir quand on fait des cathédrales. On n'est pas en train de créer une MJC ou une piscine, enfin quelque chose. On dit il y a une utilité, quoi. Et en fait, l'utilité, elle est là. Elle est fondamentale, mais elle trouve un écho dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire qui est le cristallisateur de toutes les nécessités. Et quelque part, j'allais dire, vous venez de dire, l'humain se perd totalement, mais on pourrait presque dissocier deux éléments. Est-ce que c'est l'humain qui se perd ou est-ce que c'est l'humain qui se noie dans la société? Est-ce que c'est un petit peu comme j'allais dire une espèce je vais pas jusque là dans le livre, mais il y a une sorte de conclusion triste qu'on pourrait tirer, c'est se dire mais finalement qu'est-ce qui va distinguer profondément l'humain de la fourmi, des animaux sociaux, la fourmi, l'abeille, les termites, où l'individu ne compte pas,
mais c'est la société, l'individu n'est qu'une partie d'un tout. Et quand on est confronté aux pyramides, de toutes les grandes constructions qui sont fondées sur un mythe, c'est des moments où les sociétés se cristallisent sur un imaginaire qui est un imaginaire collectif et dans lequel, à part, bien sûr, si on est pharaon, c'est une chose, mais j'allais dire, toute la société se cristallise sur le désir, un désir imaginaire et dans lequel l'individu n'a plus sa place. Et ce qui va avoir sa place, c'est la construction mythologique de l'ensemble de la société. Et donc, ça induit effectivement quelque chose qui est, d'abord, il y a un affichage quand même de puissance qui est évident, même si on peut dire une pyramide, c'est très beau, une cathédrale, c'est formidable, et puis on est dans des mosaïques de pierre, c'est bouleversant, c'est incroyablement beau, et en même temps, il y a un affichage d'une forme de supériorité, quelque chose qui est au-dessus de l'homme et qui va le dépasser. L'individu n'existe plus et s'efface face au groupe et face aux imaginaires collectifs. Alors c'est quelque chose de très fort, quelque chose de très beau, quelque chose qui va dire c'est finalement on a une transcendance, on a quelque chose qui nous amène à espérer un meilleur et quelque chose qui est supérieur à l'homme, et en même temps, dans cet espoir d'un supérieur à l'homme, il y a aussi l'écrasement de l'individu, la moindre possibilité pour l'individu d'exister en toute liberté. Et Oui. cette notion de liberté est quelque chose de très important et qui est interrogé dans Sapiens. Alors, Ludovic Slimak, on a l'impression, donc en vous lisant, hein, je rappelle le titre de votre livre, Sapiens nu, chez Odile Jacob, euh, on a l'impression que la culture, la science, finalement ne nous protège pas, parce que si on est capable, Sapiens est capable de partir dans des espèces de délire collectif, je dirais des choses comme ça, de délire imaginaire pour créer des pyramides, des cathédrales, des barrages, etc. Il peut partir aussi dans des délires tout aussi destructifs et y mettre tout autant d'énergie. Et là, on s'aperçoit c'est comme s'il n'y avait pas de frein, pas de... Sapiens peut aller très loin dans ce domaine. Il y a pas de garde-fou Pas de garde-fou. et ni les sciences ni les arts n'ont pu nous protéger de l'histoire du XXe siècle. Et là, il y a quand même une interrogation, c'est comment est-ce que le nazisme a pu émerger dans ce qui était la société la plus cultivée dans tous les arts et dans toutes les sciences qui étaient les sociétés allemandes, germaniques, et qui étaient vraiment la société de la grande philosophie, de la grande musique, de la science Science, la physique. et la physique. Et justement dans ces sociétés-là très normalisées et dans lesquelles il y avait une croyance très forte en la capacité de l'homme, c'est justement dans ces sociétés-là que s'est cristallisé le refus de toute différence et de toute altérité et sans aucun garde-fou. Et là, c'est quand le système se met en marche. Et là, on est face aux imaginaires. On a dans ce XXe siècle un basculement des imaginaires malgré les arts, malgré la philosophie, malgré les sciences. C'était dans la société allemande que toutes ces disciplines-là avaient trouvé ce qu'on considère encore aujourd'hui comme un optimum, comme une sorte d'atteinte d'apothéose de l'esprit. Et cette apothéose de l'esprit n'a pas su protéger nos sociétés de l'horreur la plus totale. Et, et, et ça a été un bascule, ce moment de bascule est avant tout, je pense, aussi une bascule des imaginaires. Et quelque part, le fait que ça se soit cristallisé dans des sociétés qui étaient justement dans une foi absolue dans leur capacité scientifique, artistique, intellectuelle, philosophique, etc., le fait d'avoir une foi absolue en soi induisait aussi de nier qu'il puisse y avoir d'autres visions du monde dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, et que ces visions du monde avaient une valeur tout aussi grande que la vision du monde qui était développée dans cette société occidentale à ce moment-là. Et donc, il y a eu l'incapacité du relativisme, quoi, l'incapacité de se dire, bon, la grande musique ou la grande philosophie, c'est bien beau, mais est-ce que ça fait vraiment écho pour quelqu'un qui serait indien ou chinois ou quelqu'un qui serait navarro du côté des Indiens des plaines? Est-ce que ce qu'on est en train de dire, est-ce que notre sensibilité, la beauté artistique dans la peinture, dans la sculpture,
ou dans la poésie trouve écho chez d'autres populations. Et bien peut-être pas, et peut-être qu'on est face à des constructions qui peuvent être très belles, qui peuvent permettre, dans ces imaginaires, elles peuvent permettre aux sociétés de se cristalliser autour de grands projets, mais en même temps, si on ne... C'est là l'importance de ce livre, c'est-à-dire que je rappelle la nécessité d'avoir un recul et de relativiser tout ce qu'on pense être nos grands apports, nos grandes créativités et la grandeur de nos sociétés. Et dans cette grandeur, il y a la décadence. Et la décadence, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit plus en capacité de voir l'homme pour ce qu'il est, de voir qu'on est prisonnier de constructions imaginaires qui peuvent être absolument, totalement atroces. Et quelque part, les pyramides, c'est atroce, tout comme le nazisme est atroce, tout comme le barrage des Trois Gorges. Mon livre va pas être publié en Chine. Le barrage des Trois Gorges dans lequel il y avait des millions de personnes qui habitaient dans ces vallées, qui vivaient sur des modes agricoles, paysans, traditionnels. Ils ont été délogés, replacés dans des grandes cités qui étaient des cités neuves, industrielles, etc. Et quelque part, non seulement dans la construction, par exemple, du barrage des Trois Gorges, il y a la volonté d'un affichage face à l'international, mais il y a la volonté de tuer les manières paysannes, les petites manières du petit peuple, dans une vision qui est encore une vision imaginaire, qui est celle de dire on va amener la modernité, on va apporter le bien, mais c'est toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que je pense que les gens qui font ça sont dans leur mythologie, ils croient vraiment, se disent on va apporter le bien à la société, et dans ce désir d'apporter le bien à la société, il y a l'éradication totale de l'individu et l'incapacité de voir que le projet politique est dévastateur de par ce qui se trame dans les inconscients et dans les imaginaires. Donc ça, c'est le côté obscur de la force. Et bien sûr, il y a le côté lumineux qui est qu'effectivement, l'homme est capable de réalisations qui sont superbes. Alors, il y a aussi un autre côté lumineux, heureusement, c'est-à-dire que vous parlez longuement de cette hypnotisation possible par des rêves de grandeur, d'afféodation de la matière. Et d'un autre côté, vous développez une vision de sapiens qui a une connaissance de son environnement, une connaissance de la Terre, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Sapiens, il est capable, c'est un peu un biface, enfin c'est ce que j'ai compris de votre livre, c'est un peu un biface, il est capable d'imposer un imaginaire à la matière, un imaginaire parfois complètement délirant ou parfois tout à fait magnifique, et en même temps il a une perception de son environnement qui est qui est aiguisée de façon absolument extraordinaire. Et il est capable d'une connaissance et d'une symbiose avec l'environnement. Vous parlez par exemple de ces Indiens qui vivent en compagnie d'ours et avec une connaissance du milieu qui est bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant. Oui, et là, j'allais dire, c'est les grands apports de la génétique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu écrire ça parce qu'on aurait pu dire, oui, c'est très subjectif, c'est pas démontré, c'est une vision comme une autre. Et là, c'est vrai que ces écrits, c'est aussi un récit de voyage d'ailleurs, là, ce dont vous parlez, Oui, oui, enfin, je ne peux pas dire tout ce qui est dans le livre. On oui, va oui. laisser le lecteur découvrir, On parce que part c'est en très foisonnant. Colombie-Britannique. Et là, c'est un exemple qui est très très fort parce que les généticiens ont réalisé qu'il y avait une zone de la Colombie-Britannique dans laquelle, quand on faisait la Au génétique, Canada, hein, c'est l'ouest du Canada, le nord-ouest du Canada, nord-ouest du Canada. on est sur la côte pacifique et quand des personnes qui travaillaient sur la génétique de l'ours ont fait la génétique des populations d'ours sur cette côte pacifique du Canada, ils ont réalisé qu'effectivement, il y a différentes populations. Généralement, quand on a différentes populations d'ours, on se dit, bon, ben là, effectivement, c'est lié à la limite de cette rivière, puis cette montagne. Donc, on a des populations qui sont dissociées, qui vont vivre une petite évolution en parallèle, et donc on va avoir des divergences génétiques. Et quand ils ont fait ils ont vu effectivement ce qui était attendu. Ils ont trouvé trois populations d'ours sur un territoire, et quand ils ont fait cette répartition, cette carte génétique, ils ont réalisé que ça se calquait très exactement aux limites linguistiques des populations des Indiens qui vivaient sur ces territoires. Et ça, c'était très troublant parce que
donc les chercheurs qui ont publié ça ont dit, tiens, c'est vraiment bizarre parce que ça ne... Ils ont essayé de voir si ça pouvait correspondre justement à des limites géographiques. On dit, bon, ben, simplement, c'est que les groupes culturels, les groupes linguistiques, ils se sont installés, ils avaient les mêmes contraintes que les ours. Et donc, il y avait cette montagne, il y avait cette rivière, etc. Et quand ils ont essayé de calibrer ça avec les réalités du paysage, ça collait pas. Le seul truc qui collait, c'était qu'effectivement, des populations d'ours correspondent à des familles linguistiques de ces populations indiennes. Et la conclusion de ça, c'était effectivement que quand on prend, on laisse ces populations parler d'eux-mêmes de leur relation aux ours, ils disent c'est Mère Ours qui nous a appris. Et dans ce, on dit mais c'est pas possible, c'est complètement délirant, c'est Mère Ours qui nous a appris et puis elle élève nos petits, etc. En fait, dans leurs mots, bien sûr, c'est pas une transposition précise des mots, mais ce qui va être très très important, c'est de se dire que c'est non pas des réalités géographiques qui induisent la répartition de populations biologiques d'ours et la répartition de certaines langues, c'est plus que ça. Ce que montre ce type d'étude, c'est que c'est certainement en conscience, les populations locales avaient une connaissance extrêmement fine de ces populations. Et eux avaient repéré, sans la génétique, qu'il y avait une population, que ces ours-là, eux, ils vivaient sur tel territoire et ils ont calqué leur propre territoire sur le territoire de ces ours. Et il n'y a pas vraiment d'autre manière de l'expliquer que ce désir en conscience de vivre comme l'ours qui fait partie de leur mythologie, qui est mère ours. Et quand eux, ils ont vu mère ours, ils se sont dit, ben, le territoire de cette population, c'est celui-là, et ça sera le territoire de ma population. Et donc là, c'est vrai que on a un basculement des approches où effectivement, pendant longtemps, on a dit, bah là, les populations, c'est l'histoire, c'est la guerre, c'est la géographie, c'est le climat. Et quand on a les éléments de la génétique et qu'on croit ces éléments-là, on s'aperçoit que finalement, peut-être qu'il fallait plutôt écouter ce que ces populations nous disaient et avaient à nous dire de leur propre histoire en disant, non, on a fait comme Mère Ours. Et effectivement, il est très probable que ces populations avaient cette connaissance incroyablement fine du milieu et ont décidé en conscience de calquer leur propre réalité territoriale sur ce qui étaient les réalités territoriales de ces populations d'ours. Alors du coup, quand on vous écoute et qu'on vous lit Ludovic Slimak, on voit d'un œil tout à fait différent euh, les grandes mythologies ou les mythes des chamans, etc. Quand ils nous disent l'ours nous a dit que, le loup nous a dit que, etc. On aurait tendance à dire, bon voilà, c'est une façon de se représenter le monde, les groupes, etc. Lévi-Strauss, etc., les groupes humains, c'est un langage et tout ça. Et là, avec ce que vous nous dites, vous dites peut-être qu'il faut aller plus loin. Et c'est vrai aussi pour les grands récits. Et vous parlez des contes en Bretagne, parce que vous avez eu une expérience assez approfondie, je crois, de la culture bretonne. Mais nous parlez des Basques aussi. Et vous nous dites, mais non, écoutons ce que disent les mythes, écoutons ce que disent les contes. Ils nous racontent peut-être véritablement notre histoire, d'une certaine façon. Oui, et écoutons ce que les gens disaient d'eux. Et c'est vrai on a eu, une approche, j'allais dire quelque part scientiste, mais ça serait méchant parce que la science est un outil extraordinaire, mais la science doit pouvoir se faire toujours le pas de côté, c'est-à-dire ne pas être prisonnière de sa propre culture. Et c'est vrai que il est probable que, en tant qu'occidentaux, on ne peut pas sortir de notre propre culture. Et par exemple, ces études qui travaillent sur la génétique des ours ont fait très directement appel aux populations locales et ont essayé d'intégrer ces regards-là. Et enfin, c'est pareil, hein, donc on est à on a un moment de la connaissance aussi où les éléments ont beaucoup évolué. On a d'un côté la génétique, on a d'autre côté la question de la répartition des mythes. C'est les travaux de Jean-Loïc Lequelec et Julien Duy quand on prend tous les mythes, toutes les histoires qu'on se raconte dans toutes les populations sur Terre et qu'on fait des grandes cartes, on voit qu'il y a des grandes cartes de répartition, mais des choses immenses et qui peuvent distinguer l'hémisphère nord de l'hémisphère sud ou distinguer des continents. Donc on voit que les histoires se racontent depuis très longtemps et ils nous racontent des choses de notre propre évolution et dans notre propre histoire. Et donc là, les parallèles qu'on peut faire, par exemple, c'est les distinguos qu'on va avoir entre des zones plutôt de l'hémisphère sud et des zones de l'hémisphère nord et qui vont
qu'on ne peut comprendre que face à des grandes phases migratoires, et donc qui nous racontent des histoires qui ont peut-être des dizaines de milliers d'années. Et ce qui va être important, c'est pas tant ce que racontent ces histoires que la possibilité qui va nous être donnée en recoupant ces données avec la génétique, avec l'archéologie, avec la question de l'histoire des populations. Quand on recoupe tout ça, on va pouvoir se confronter et évaluer des manières de penser et des formes mythologiques qui pouvaient être celles, par exemple, que les populations, les histoires que se racontaient des populations paléolithiques. Je donne des exemples au Pays Basque, justement, sur les travaux qui partent des travaux de Lequelec et d'Huy, dans lesquels ils avaient remarqué que se racontaient des histoires sur les grottes, sur les entrées des grottes au Pays Basque, dans lesquelles il y a des créatures assez terrifiantes, souvent assez agressives, terrifiantes, qui peuvent être des chevaux, des vaches qui vont attaquer les gens, qui sortent des cavernes, etc. Et quand on met ça en parallèle avec les représentations les grottes ornées paléolithiques, on voit que ces espèces animales dangereuses qui sont censées sortir des grottes sont les espèces qui sont représentées dans les grottes, et celles qui sont dites dangereuses sont celles qu'on va représenter avec des flèches plantées à l'intérieur, etc. Donc on a d'un côté un art préhistorique qu'on sait avoir 18 000 ans, 20 000 ans, 22, 25 000 ans, et de l'autre des histoires qui se racontent encore et qui trouvent un écho très étonnant avec ce qui est représenté dans les grottes, alors que ce qui est représenté dans les grottes, comment dire, a été oublié. C'est-à-dire les gens qui racontent ces histoires sur les grottes ne savaient pas qu'il y avait des représentations au charbon sur les parois dans ces grottes, ni quel âge elles pouvaient avoir. Et donc, on a des formes comme ça de Alors, il se pourrait que ces histoires, les racines de ces contes, de ces histoires qu'on se raconte, euh, euh, aient des racines qui aient 15 000, 20 000 ans, qui est une oui. permanence de Et la moi, narration qui aille jusque-là. Et là, et ce qui est encore plus fort, c'est que quand on fait la génétique, bien sûr, le peuplement de l'Europe, on a des grandes vagues migratoires et on a des phases où on a carrément de gros remplacements de population. La néolithisation, c'est-à-dire la fin de la préhistoire, le moment où on a des populations qui vont vivre de l'élevage et de cultiver la terre, alors qu'avant c'était des chasseurs. On a un moment où on échange des gènes, mais on a quand même un gros remplacement de population. Le moment où on va avoir ce qu'on appelle les Indo-Européens, c'est-à-dire que aujourd'hui, on reconnaît un certain nombre de langues à travers toute l'Europe et même toute l'Eurasie. Et ces familles linguistiques sont liées à une migration qui doit avoir quelque chose comme 4000 ans, quoi. Et donc, on se dit, ben là, quand on fait la génétique, on voit on a des grandes ruptures. Mais quand on fait l'analyse des histoires que se racontent les gens, on dit, mais j'ai pas de rupture, j'ai une continuité. Là, mes populations au Pays Basque, elles sont potentiellement en train de me raconter des histoires qui ont 17 000 ans ou qui ont 20 000 ans. Donc, comment c'est possible alors que si je fais la génétique, j'ai une rupture, mais si je fais l'analyse des histoires, j'ai une continuité. Alors, d'abord, il y a le constat de la continuité. Et ensuite, ce qui va être très, très important, c'est que quand on fait la génétique, on n'a pas un remplacement total des populations. Il y a toujours une continuité, en particulier la continuité, elle semble bien se faire par les femmes. Et donc, le remplacement qu'on va avoir, c'est les pères, quoi. Les C'est-à-dire, hommes disparaissent, voilà, mais le chromosome les Y nouveaux est remplacé. arrivants se croisent avec des femmes locales, c'est ça. Je croise avec les C'est femmes ça. locales et ce que nous raconte cette histoire du Pays Basque, c'est que bon, les femmes ont un statut un petit peu particulier, pas qu'au Pays Basque, hein, à travers toutes les Pyrénées, il y a un statut un petit peu particulier de la transmission et de la place des femmes. Hein. Par exemple, il y a le droit d'aînesse absolu, c'est-à-dire que dans les fermes depuis les Hautes-Pyrénées, donc en dehors du Pays Basque, hein, jusqu'au Pays Basque, c'est le premier-né qui va hériter de tout. Et le premier-né, ça peut être un homme ou une femme. Et donc, les cadets, eux, ils vont devoir se marier avec un aîné ou une aînesse d'ailleurs. Et donc, il y a une position des femmes qui est un petit peu singulière. Et quand on regarde ces histoires, on se dit, mais là, j'ai une continuité des histoires, alors que j'ai la disparition du chromosome Y, c'est-à-dire j'ai la disparition des mâles. Mais j'ai une petite continuité génétique et cette continuité génétique, elle se fait par les femmes. Et donc, ces vieilles histoires, ça sous-entend ce qu'on peut proposer, en tout cas, c'est que le,
et la langue aussi, de dire le basque justement n'est pas une de ces langues qui apparaît il y a 4000 ans. Donc on sait qu'il y a une continuité des langues et on sait qu'il y a aussi très probablement une continuité des très vieilles histoires depuis le Mais Paléolithique. alors, Alors il y a un remplacement des corps. ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire, il y a une continuité des histoires sur, c'est quoi, 300, 400 générations? Oui, oui, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles évoluent pas, mais ça veut dire qu'il y a des éléments quand même fondamentaux qui se transmettent et qui sont très, très précis. Et que ces éléments-là fondamentaux vont se transmettre malgré les remplacements biologiques. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est comme si la mémoire, les langues, les traditions pouvaient s'émanciper des corps. C'est-à-dire que, je vous disais, Sapiens n'est ni sa peau ni ses os. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous allez, Il me par reste exemple, quelques minutes, j'ai une dernière question à vous poser. Euh, allez-y, allez-y. non, mais Allez. allez, donnez votre exemple, il nous reste Si quelques vous allez, par exemple, vous allez en Bretagne, et en Bretagne, il y a aujourd'hui des grands champions de biniou bombarde, et c'est des gens c'est deux frères qui ont été plusieurs années champions et qui sont d'origine africaine et qui sont deux personnes noires de peau que si vous les croisez, vous direz, tiens, c'était un Africain, et en fait, c'est un Breton absolu. Il n'y a pas plus breton que ces deux frères-là. Et donc, il n'y a aucune relation entre le corps, la culture, la langue et les traditions. Ouais. Alors, Ludovic Slimak, bon, on arrive à la fin de notre émission, hein. Je rappelle aux auditeurs et aux spectateurs sur YouTube le titre de votre nom, Sapiens nu, le premier âge du rêve, paru chez Odile Jacob. J'ai une dernière question, moi, très très rapidement. Malheureusement, vous avez écrit Néandertal nu, ensuite vous avez écrit le dernier Néandertalien. Là, vous écrivez Sapiens nu. Euh, Est-ce que vous vous apprêtez à écrire le dernier Sapiens? C'est une très bonne question. J'y ai beaucoup pensé, j'y pense beaucoup, avec une hésitation parce que ça nous fait aussi basculer en partie dans la SF. Et cette ESF, il y a des gens très talentueux qui ont fait ça. Je pense j'ai pris des notes. J'ai plusieurs idées sur la manière dont pourrait finir Sapiens. Effectivement, le dernier Sapiens, je pense, serait en dehors de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de ce que pourrait être l'extinction de notre humanité, avec d'ailleurs la possibilité que notre humanité ne s'éteigne jamais. Et ça, il faut aussi faire on a une approche un petit peu de fin des temps. À chaque génération, c'est la fin des temps. Et ça, c'est aussi quelque chose de culturel. Et je pense que Sapiens est tellement émancipé des réalités environnementales et tellement de la réalité du monde qu'il est possible que ces Il est, populations il est ne bien s'éteignent foutu jamais. de résister à tout ça. Il est foutu de résister à tout ça. Et donc, le dernier Sapiens, en tout cas, oui, j'y pense. Merci beaucoup, Ludovic Slimak, Sapiens Nu, aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu à Pilpoul. C'est un grand plaisir. Un grand merci. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.